Attaque à la voiture piégée en Libye. Le bilan fait état de plus de 6 morts et 14 personnes blessées. Au Mali, quelques jours après la prise d'otage, les perquisitions se poursuivent pour débusquer les complices des auteurs de l'attentat. L'ONU a déclaré vouloir briser l'épidémie de sida, un objectif que l'organisation entend atteindre en doublant le nombre de personnes sous traitement antirétroviraux d'ici 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de l'information sur SICA. En Libye, un attentat à la voiture piégée a eu lieu mardi contre un barrage routier des forces de sécurité. L'attaque qui a eu lieu à 120 km à l'est de la capitale libyenne Tripoli a fait au moins 6 civils tués. Les détails. L'attaque a fait 14 blessés et au moins 6 morts, notamment des civils. L'attentat à la voiture piégée avait pour cible un barrage routier des forces de sécurité situé à 120 km à l'est de Tripoli, la capitale libyenne. L'explosion a également détruit une vingtaine de véhicules civils et militaires. On compte 6 martyrs, dont un n'ayant pas encore été identifié. La plupart d'entre eux étaient des membres de la force de Misrata. Il y a aussi 14 blessés, pour la plupart des civils qui empruntaient cette route principale. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. En proie au chaos depuis la chute du régime Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est livrée aux milices et compte 2 parlements et 2 gouvernements qui se disputent le pouvoir. L'un est basé à Tripoli et l'autre à Al-Baïda. Il est le seul gouvernement reconnu par la communauté internationale. En Tunisie, une explosion contre un bus de la sécurité présidentielle a tué ce mardi au moins 14 personnes dans le centre-ville de Tunis. L'attentat s'est produit près de l'avenue Mohamed V, à proximité d'un croisement. De nombreuses ambulances, des pompiers et des forces de l'ordre ont été dépêchés sur les lieux. Mais selon certaines sources, la plupart des agents qui se trouvaient dans le bus, en partie calcinés après l'explosion, sont décédés. 11 autres personnes ont été blessées. En Égypte, le dépouillement des votes pour les législatives a commencé ce mardi. Il s'agit de la seconde phase entamée dimanche. Notons que le scrutin en question avait mobilisé moins d'un quart des électeurs lors de la première phase dans la moitié du pays. Reportage. L'heure est au dépouillement des bulletins de vote de la seconde phase des législatives en Égypte. Un scrutin dont le premier tour s'est déroulé dimanche et lundi et dont le second tour doit avoir lieu les 1er et 2 décembre prochains. L'élection ne suscite pas d'engouement auprès des électeurs jusqu'ici. Au cours de la première phase, le taux de participation était de 21,71% au deuxième tour. À en croire les analystes, ces législatives sont jouées d'avance. La totalité des partis en lice et des candidats indépendants ayant affirmé leur soutien au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Selon les observateurs, le Parlement égyptien sera en réalité une chambre d'enregistrement pour les décisions du pouvoir en place. Pour mémoire, l'actuel président égyptien avait destitué en 2013 le premier président démocratiquement élu à la tête du pays, Mohamed Morsi. Abdel Fattah al-Sisi a été élu président en mai 2014. Depuis la destitution de Mohamed Morsi, plus de 1400 de ses partisans ont été tués et plus de 15 000 de ses sympathisants ont été emprisonnés. Au Mali, quelques jours après la prise d'otage de l'hôtel Radisson Blu de Bamako qui a fait 20 morts, les perquisitions se poursuivent pour débusquer les complices des auteurs de l'attentat. À cet effet, des contingents des forces de sécurité maliennes et de l'ONU patrouillent du crépuscule jusqu'à l'aube à Bamako, en état d'urgence depuis l'attaque de l'hôtel Radisson. Les images. Les drapeaux étaient en berne dans Bamako, où la sécurité a été ostensiblement renforcée aux abords des grands hôtels et plus discrètement devant des mairies d'arrondissement et des banques depuis l'attaque contre l'hôtel Radisson Blu vendredi. Outre les 2 assaillants, 20 personnes ont trouvé la mort dans cette attaque avec prise d'otage, a affirmé lundi soir le procureur chargé de l'enquête à la télévision publique malienne. Dès lors, les enquêteurs maliens, appuyés par des experts français et de l'ONU, ont mené des perquisitions pour débusquer les complices des auteurs de l'attentat, toujours recherchés.
Je ne pense pas que la menace ait changé. Elle a peut-être quelque peu évolué de façon asymétrique, mais elle n'a pas changé totalement. Moi, je suis présent depuis mars 2014. On a malheureusement connu des faits précédents. Et voilà. Et je pense que c'est le contre-coup de ce qui s'est passé en France il y a maintenant une dizaine de jours. L'état d'urgence est une mesure exceptionnelle qui a pour conséquence la restriction des libertés publiques et un accroissement des pouvoirs ordinaires de la police. Ici, c'est Suleiman Bou. Ces maisons-là ont été cassées. Bon, ils peuvent faire des choses et puis venir se camoufler ici. Raison pour laquelle on passe ici. On a trouvé des personnes qui sont dépourvues de pièces d'identité. On va les amener pour un contrôle. Des mesures qu'apprécient les populations. Je pense que c'est une excellente chose dans la mesure où si tout le monde passe à la trappe, que tout le monde est contrôlé, ça rassure un peu plus la population. Je crois que ces mesures sont nécessaires et indispensables pour que au moins un minimum de contrôle et de sécurité puisse être assuré. À la longue, si tout le monde se prête à ça, ça pourra un peu canaliser beaucoup de choses et amener la quiétude chez les populations. Notons que l'attentat a été revendiqué le jour même par le groupe djihadiste de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar al-Mourabitoun avec la participation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Au Bénin, Cotonou, la capitale économique du pays, abrite depuis hier la 9e édition du Forum économique du FOGECA, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. La cérémonie d'ouverture des travaux a été coprésidée par le Premier ministre gabonais et son homologue du Bénin, Joël Tondi Romaric Lamité pour le reportage. Cette rencontre va nous permettre, autorités publiques et opérateurs économiques, de discuter de nos rôles respectifs dans la promotion des infrastructures pour en faire le moteur de l'émergence et de l'intégration économique en Afrique. Je voudrais enfin saluer les organisateurs du forum pour la pertinence de la thématique, tant elle est en phase avec l'action de nos gouvernements qui placent le développement des infrastructures au centre des stratégies engagées visant à accélérer la croissance et lutter contre la pauvreté. Chaque pente mal calculée, chaque courbure qui fait verser un camion a une conséquence immédiate d'accroissement de notre pauvreté. Le lien, je suis inefficient dans mes infrastructures, donc je suis socialement pénalisé, est direct. Par conséquent, un sujet d'infrastructure n'est pas un sujet technique, c'est un sujet social, c'est un sujet de pauvreté. Le fait que nous n'ayons pas des centrales électriques performantes, ça coûte du salaire, ça coûte directement de l'emploi. Tout facteur de surcoût. Si l'accès à Internet est trop cher, c'est des emplois en moins. Ce sont des chances en moins de créer des emplois dans le numérique. Tout défaut de qualité, tout excès de prix. Nous avons, à nous tous là, sur ce panel, l'électricité la plus chère du monde. Chaque fois qu'on baissera de 10 francs CFA au prix du kilowattheure, on créera des dizaines de milliers d'emplois de plus. Et donc, je vous invite à vraiment regarder cette problématique fondamentale de l'infrastructure. Bon forum, ayez beaucoup d'idées, beaucoup d'exigences, et revenez vers nous avec les propositions les plus fortes. Je vous remercie. Du Bénin, rendons-nous en RDC où l'artiste musicien Fally Ipupa était en visite au camp militaire Kokolo de Kinshasa. Cette visite avait pour objectif d'approvisionner cette institution militaire en médicaments. Ce acte s'inscrit dans le cadre des œuvres caritatives de la Fondation Fally Ipupa International. Reportage. Outre être une star de la musique africaine, Fally Ipupa reste un homme de cœur. Conscient de la situation précaire que traversent ses compatriotes dans cet hôpital militaire du Congo-Kolo, l'artiste Fally Ipupa a jeté son regard dans le cadre de sa fondation Fally Ipupa International ici à Kinshasa. Très bien accueilli par les autorités de cette institution sanitaire militaire, Fally Ipupa a expliqué qu'il ne sera pas heureux de manger à côté de ses frères croupissant dans la misère. Voilà pourquoi le peu qu'il a trouvé, il le souhaiterait manger avec ses frères, ses mères et sa parente de l'hôpital du Congo-Kolo.
Le don simple n'ont pas suffi pour palper de doigt la réalité des malades de cet hôpital du Konkokolo. Fally Ipupa a fait un tour rencontrant et soulageant des malades. Ce qui a créé un soulagement psychologique et redoré le sourire à ces derniers. Fally Ipupa explique le choix de cet hôpital. Pourquoi choix? J'ai choisi ce camp pour une simple raison. Ce camp m'a vu grandir. J'ai vécu mon enfance non loin d'ici. C'est un camp qui regorge les blessés de guerre de la force terrestre et des anciens combattants. Vraiment, c'est un grand camp. Les travailleurs de l'hôpital du Konkokolo restent émus par cet acte de charité de la Fondation Fally Ipupa International et invitent d'autres artistes à se joindre à eux. C'est très important, c'est très bien. Nous demandons à tous ceux-là qui veulent encore contribuer pour nos frères et sœurs qui sont ici à notre hôpital de venir nombreux. On a besoin de vous. Un bon exemple que les autres musiciens aussi peuvent suivre, aider la population. Il y a des gens qui souffrent, ils sont déjà au lit depuis longtemps. Ils n'ont pas de possibilité pour payer les frais d'hospitalisation. Soulignons que cette œuvre de charité à Kinshasa de la Fondation Fally Ipupa International intervient après une série de tournées dans le Congo profond, notamment dans le Grand Katanga, dans le sud Kivu, plus précisément à l'hôpital général de référence de Panzi. L'ONU a déclaré mardi vouloir briser l'épidémie de sida en doublant le nombre de personnes sous traitement antirétroviraux d'ici 2020, alors qu'un peu moins de la moitié de ceux vivant avec le VIH y ont actuellement accès. Plus de précisions avec Michel Sidibé, il est le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Le rapport montre que tous les 5 ans, nous avons plus que doublé le nombre de personnes sous traitement salvateur, ce qui est tout simplement génial. Si vous vous souvenez, en 1996, quasiment personne n'était sous traitement. Aujourd'hui, c'est 15 millions. 15 million now. If we manage to seize the next 5 years, si nous saisissons ces 5 prochaines années, si nous réussissons à maintenir notre investissement et s'assurer que nous doublons le nombre de personnes sous traitement, nous pouvons réellement briser l'épidémie de sida et l'empêcher de rebondir. Nous pouvons aider à accélérer le rythme et contrôler l'épidémie de façon à en finir avec le VIH-Sida d'ici 2030. To control the epidemic and go for ending HIV/AIDS by certainly 2030. If we manage to do that one, si nous arrivons à faire ça, nous pourrons éviter 28 millions de nouvelles infections et presque 22 millions de morts. Fin de ce journal, merci d'avoir été des nôtres et bonne journée à chacun et à tous.